Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Le nombre d'IVG ne diminue toujours pas, on en est à plus de 200 000 par an, ce qui laisse à penser que ça devient presque un moyen de contraception. Et pourtant, les moyens de contraception sont de plus en plus nombreux, alors ça pose quand même une question, parce qu'une IVG c'est tout de même pas un acte anodin, même si bien sûr on peut s'estimer heureux qu'en France, cette question ne se pose plus. N'oublions pas que même en Europe, il y a des endroits où l'IVG est interdite. On va parler de contraception avec Christian Jamin et on va revenir sur tous ces moyens de contraception qui existent. Il y en a des plus efficaces que d'autres, comme la pilule par exemple, même si aujourd'hui elle n'est plus très appréciée par les jeunes femmes. Et puis il y a des méthodes moins efficaces qui ont tendance quand même à revenir au goût du jour, comme la méthode naturelle, et on pourra en parler également. Et éventuellement, si vous avez envie de parler de votre moyen de contraception qui vous convient et de nous dire pourquoi, ou si vous avez des questions à poser, vous connaissez notre numéro 0826 300 300. Bonjour Christian Jamin, merci d'être avec nous durant ces 2 heures. Bonjour Brigitte, merci de cette invitation dans un domaine sur lequel je travaille depuis, allez, on va pas dire le nombre d'années. Non, mais vous êtes même à l'origine de cette fameuse pilule de 3e génération, hein, c'est bien ça? Ah non, je suis à l'origine de la première pilule faite avec des hormones naturelles. C'est ça. C'est autre chose qui malheureusement, à l'époque, a été, je dirais, peu soutenu par nos gouvernants, au prétexte on ne sait jamais, et on a su après, mais 10 ans après, parce que les Finlandais ont fait des études là-dessus, montrant que c'était un véritable progrès, énorme progrès, parce que on a fait disparaître une bonne partie des effets secondaires graves de la pilule, qui est le seul connu d'ailleurs, c'est le risque de thromboembolie, ce qu'on appelle les phlébites. Les phlébites, oui. Et c'est vrai qu'après, 10 ans après, elle est tombée un petit peu dans l'oubli. Elle est tombée dans l'oubli. Elle est très, 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 très utilisée en Italie, par exemple, ou dans d'autres pays d'Europe. Et encore une fois, j'ai comme une espèce de vieille rancœur vis-à-vis du principe dit de précaution. Oui, le fameux principe de précaution. Si on attend 15 ans avant que le principe de précaution soit mis à bas, c'est quand même embêtant pour toutes les femmes qui ne l'en ont pas profité. Oui, surtout que pour le vaccin du Covid, on n'a pas tenu compte de ce principe de précaution. Hein. Et puis, oui, le principe de précaution, il y a l'affaire du sang contaminé, il y a beaucoup de choses qui sont à lui mettre sur le dos. Oui, on voit bien que c'est toujours très aléatoire, ces questions sur la santé, et c'est bien dommage. On va parler de tous les moyens de contraception qui existent aujourd'hui, et c'est vrai que c'est assez étonnant de voir que d'abord le nombre d'IVG ne diminue pas, alors qu'on a quand même suffisamment de moyens de contraception pour que chacun trouve le sien. Quand je dis chacun, c'est parce qu'il y a aussi pour les hommes, une augmentation de vasectomie, et puis il y a toujours le préservatif, évidemment. Oui, alors ce que vous avez dit sur la pilule pour la France, en fait, quand on regarde de près, c'est vrai pour le monde entier. C'est-à-dire que l'utilisation de la pilule baisse dans le monde entier. Alors il est vrai qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les messages sont universels. On pourra beaucoup discuter, si vous voulez, des réalités dans ce qu'on lui reproche. On peut lui reprocher beaucoup de choses, mais probablement pas de ne pas avoir changé la vie des femmes. Ça c'est clair, en tout cas les femmes de ma génération le savent bien, ça a été une révolution extraordinaire pour les femmes. Et peut-être qu'aujourd'hui, justement, on oublie à quel point ça a été une révolution, et au fond, le reproche qu'on entend le plus, enfin en tout cas moi c'est ce que j'entends, c'est pas naturel. Oui, alors bon, ça c'est une tarte à la crème, c'est pas naturel. La seule chose qui soit naturelle, c'est de faire 10 enfants et qu'il y a une femme sur 10 qui meurt en couche. Ça c'est très 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 naturel. Donc non, on lui reproche aujourd'hui des choses qui sont beaucoup plus difficiles à contrer, c'est-à-dire des troubles de l'humeur, par exemple.
aller démontrer des troubles de l'humeur, pour le faire, il faudrait faire des études en double aveugle, et on peut pas faire d'études en double aveugle entre une contraception et un placebo, vous comprendrez aisément pourquoi. Bien sûr, oui. Ça a déjà été fait d'ailleurs, et on a prouvé que la pilule était contraceptive, ce qui est quand même un grand progrès. Bien sûr, bien sûr. Et alors, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on constate un retour aux méthodes naturelles qui ont quand même fait leur preuve de leur inefficacité. Alors, oui et non, on va avoir l'occasion d'en parler. Les méthodes naturelles, quand elles sont appliquées à la lettre, sont relativement efficaces, mais elles sont tellement contraignantes que ce qui compte, c'est pas seulement ce qu'on appelle l'efficacité intrinsèque, c'est-à-dire c'est l'efficacité globale. Et quand on vous donne, par exemple, un médicament qui est très efficace mais absolument insupportable à prendre, eh bien, le bénéfice est nul. Donc, il faut toujours, et ça, c'est très compliqué de l'expliquer, mettre ce qu'on appelle en balance l'efficacité intrinsèque de quelque chose et l'efficacité réelle qui dépend de ce qu'on appelle l'observance et la persistance. Donc si vous prenez un produit qu'on ne prend pas, c'est pas efficace. Et d'ailleurs, la pilule est efficace si on l'utilise bien, et on sait très bien aussi qu'elle n'est pas toujours utilisée exactement comme il faut, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'accidents de pilule. Hein. Oui, mais c'est parce que là aussi, il n'y a pas eu beaucoup de communication et d'explications faites. Et en réalité, les oublis de pilules, je parle des oublis d'une pilule, pas de 3-4 pilules, c'est toujours au début de la plaquette. Et donc depuis, il y a eu des progrès parce que avant, on prenait 21 comprimés, on arrêtait 7 jours. Maintenant, on prend 21 comprimés et il y a 7 placebos, ce qui fait que le réflexe de prise persiste et donc les grossesses sous pilule sont devenues très rares quand on travaille sur cette persistance. C'est ça, oui, parce que du coup, on a une plaquette de 28 et puis on continue. Et on continue tous les jours, quelle que soit la couleur de la... Voilà, et sauf qu'il y en a 7 qu'on prend et qui ne servent à rien. Alors on pourra discuter pourquoi faut-il arrêter la pilule quelques jours, qu'est-ce qui se passe si on l'arrête pas. Enfin, je pense que ça, les auditrices vont nous poser la question. En tout cas, s'ils la posent pas, je répondrai quand même. Oui, vous dites tout ce que vous avez envie de dire. Bien sûr, Christian Jamin, comme toujours, vous savez que sur Sud Radio, on est libre. Alors, il y a beaucoup de choses aussi. C'est cette IVG qui continue à être aussi important. Alors, bien sûr, encore une fois, il y a des tas d'accidents et tant mieux que les femmes en France aient la possibilité d'avoir recours à l'IVG. On ne va pas discuter là-dessus, mais est-ce qu'au fond, ce serait pas bien de quand même faire prendre conscience aux femmes que la contraception, c'est mieux qu'une IVG ? Bon, alors oui, je peux dire que oui, c'est tellement évident, mais contrairement aux idées reçues, actuellement, oui, les IVG continuent à augmenter doucement, mais moins que ne baisse la pilule, parce qu'en fait, on s'est aperçu dans les études, je crois qu'il y en a 4 qui ont été faites, dont 2 en Grande-Bretagne, une en Allemagne, une aux États-Unis et une en France, ça devrait faire 5 d'ailleurs, qui montrent que c'est surtout la sexualité qui a changé et que les jeunes ont beaucoup moins de rapports qu'avant. Ça c'est clair, oui. Et donc, alors ça dépend des tranches d'âge. Mais dans la tranche d'âge où il y avait de la fertilité, si je puis dire, il y a une baisse de l'utilisation de la contraception et surtout des rapports à partir de un peu plus de 20 ans. Alors qu'avant 20 ans, on ne voit pas de baisse de la sexualité. Donc tout ça, il va falloir y réfléchir. Pourquoi ça, vous êtes mieux placé que moi pour le dire. Pourquoi est-ce que le nombre de rapports sexuels diminue Oui, mais ça explique pas pourquoi il y a autant d'IVG. Oui, non, mais il y en a autant, il y en a même un peu plus qu'avant, mais il y en a moins que ce qu'on attendait par la baisse drastique des ventes de pilules. Oui, bien sûr. Je comprends. D'accord. Eh ben, on va parler de tout ça, Christian Jamin, et puis on va voir ce que les auditrices en particulier, mais les auditeurs sont évidemment bienvenus également, ont envie de poser comme question. 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio.
Avec Christian Jamin, gynécologue, endocrinologue, nous évoquons la contraception et vous avez bien sûr la possibilité de réagir. On va commencer avec vous, Karine. Bonjour, merci d'être avec nous. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Christian. Bonjour. Alors moi, je voulais intervenir sur les deux questions, la pilule et le désir. En fait, moi, je suis d'une génération des années 70. Et c'est vrai qu'à l'époque, on nous proposait d'abord la pilule et dès qu'on avait un enfant, c'était directement le stérilet. Et c'est vrai qu'à l'époque de cette pilule, ça avait tendance à baisser le désir sexuel. Donc, on arrivait rapidement sur le stérilet. Donc, en fait, c'est ancré ça. Moi, je suis une maman, je suis pas la seule à avoir vécu ça comme ça. Donc, c'est vrai qu'une fois qu'on a des enfants, on a tendance un peu à leur dire, écoute, il y a la pilule. Puis aujourd'hui, le stérilet, on peut même l'avoir sans avoir eu d'enfant. Avant, il fallait bien remplir sûr. cette condition-là. Mais donc pour vous, la pilule couperait le désir, hein, c'est bien ce que vous dites. Pour certaines femmes, oui. Moi, j'ai ma belle-fille. J'ai d'autres exemples qui me disent que oui, la pilule, ça joue. Alors, moi, ma théorie, et je vais donner évidemment la réponse à Christian Jamin, qui est médecin. Moi, je ne suis pas médecin. Je crois réellement que le fait de prendre une contraception qui nous empêche de devenir mère et donc d'être enceinte a, sur le plan inconscient, en effet un effet sur le désir. Et donc ça n'a rien à voir avec le médicament ou la pilule, etc. Mais c'est mon avis, je laisse la parole à Christian Jamin. Oui, on met les pieds directement dans le plat, là, si je puis dire, parce que c'est effectivement ce qu'on reproche à la pilule, mais à ma connaissance, alors je vais vous expliquer, je vais essayer d'être simple. Ça a évolué aussi depuis. Oui, mais même pas. C'est que en réalité, pour prouver quelque chose d'aussi difficile, il faut faire des études, ce qu'on appelle en double aveugle contre placebo, c'est-à-dire que il faut que certaines prennent une vraie pilule et d'autres une fausse, et qu'on les interroge sur leur sexualité. Évidemment, on peut pas faire ça. On peut pas faire ça parce que il y en a une qui va se retrouver enceinte et l'autre pas. Et donc, ce type d'étude, qui est la seule étude qui permettrait de répondre à cette question, n'a été que très rarement faite. Et dans ces études, on n'a pas vu de différence sur la sexualité. On a vu en revanche des grossesses chez les femmes qui étaient sous placebo. Ça, c'est sûr. Donc, il est vrai qu'aujourd'hui, ce que vous dites, on le reproche beaucoup. J'allais dire sans preuve incontestable. Et donc, comme l'a dit Brigitte, ça dépend beaucoup de... le plaisir, ça dépend beaucoup de désir de grossesse ou de la peur de la grossesse. Ça dépend beaucoup de ce que disent vos amis. Ça dépend beaucoup du fait que de la qualité de votre couple, etc. Mais moi, ce qui me permet d'affirmer ça, c'est aussi parce que j'ai beaucoup étudié, à force d'écouter les femmes, la question de la ménopause et du désir qui s'en va. Je veux dire, le nombre de femmes qui, au moment de la ménopause, n'ont plus de désir et arrêtent la sexualité sous prétexte qu'elles sont ménopausées, pour moi c'est la même chose, c'est qu'elles peuvent plus être enceintes, donc elles ont plus besoin de faire l'amour. Oui. Vous voyez, il y a quelque chose. Alors après, restons quand même conscientes qu'on est quand même d'abord des femelles. Au sens général du terme. On prend plus de contraception aussi. Après la ménopause ? Oui, donc du coup, dans notre tête, ça y est, on est rangé dans un tiroir. C'est pas mon cas, mais c'est vrai que psychologiquement, comme dit Brigitte, ça mais moi, j'ai autour de moi suffisamment d'amis hommes qui tout d'un coup comprennent pas pourquoi leurs femmes ont plus de désir alors que ça marchait moyen. Parce que généralement ça marchait pas très bien que ça, si bien que ça, avant la ménopause. Non, mais je veux dire, quand au moment de la ménopause, la femme n'a plus de désir, c'est généralement parce que la sexualité c'était pas trop son truc. Soyons clairs. Et puis vous avez donné la réponse dans votre question, madame, c'est que vous avez dit que quand on a la ménopause, on est rangé dans un placard. Il y a quand même mieux pour être fier de soi et avoir envie de donner son corps. Donc l'image que vous... C'est pas ce qu'il dit. Mon mari il dit que je suis disponible 24/24. C'est le côté intéressant du problème. Donc c'est pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde, mais les rumeurs, c'est basé normalement sur les populations et pas sur des cas particuliers.
Non, mais vous Oui, avez la chance de garder votre désir et je dis bien c'est une chance parce que quand on est dans le désir, on est quand même plus en vie, hein, quoi qu'on. On se sent plus femme aussi. Mais bien sûr, vous avez. Ça joue sur le moral, ça joue sur le physique aussi, parce qu'on a tendance à s'habiller un peu plus féminine. Et puis on grossit moins parce qu'on a envie de respecter son corps et du coup on est en meilleure santé. Enfin, je veux dire, il y a plein d'effets positifs que de rester dans le désir. Mais malheureusement, on est obligé de constater que pour beaucoup de femmes, c'est difficile. Et moi, j'ai plutôt envie de les plaindre et de les aider à retrouver le désir que de les stigmatiser, évidemment. Oui, mais ça fait partie du jeu, quoi. C'est un ensemble de choses. Moralement, on se sent moins femme, du coup, on s'habille moins féminine. Oui, c'est un cercle. Oui, tout ça, c'est ce qui pourrait diminuer la sexualité et la libido, totalement indépendamment des hormones. Donc, tout ça est extrêmement compliqué. Parce que, comme on vient de le dire, tout est multifactoriel. Il y a l'image de soi-même, il y a l'entourage, les enfants qui s'en vont, les parents malades. Enfin bon, tout ça joue beaucoup dans sa sexualité. Et donc, pour arriver à le prouver, il faudrait tirer les femmes au sort pour savoir, et on a donné un traitement ou pas, ou une pilule ou pas, et c'est infaisable. On n'a pas les mêmes résultats. C'est infaisable. Et après, on parlait des différents modes de contraception. Il est arrivé l'implant aussi, qui est aussi une nouvelle génération, je crois que ça a une durée de vie entre 10 et 15 ans, et qu'effectivement, que ça enlève, moralement, on n'y pense plus, quoi. Alors, c'est 5 ans, l'implant, c'est pas 15 ans. 5 ans j'avais vu, je crois, 10 ans. Oui, alors en fait c'est 5 ans avec précaution, mais on a un peu de marge. Et puis on met l'implant, c'est une autre contraception dont l'objectif au départ c'était pour éviter les oublis de prise ou les arrêts intempestifs, mais c'est pas non plus sans quelques inconvénients. Et finalement, si on a tellement de méthodes contraceptives différentes, c'est qu'il y a beaucoup de femmes différentes et que le prescripteur doit bien écouter la patiente. Par exemple, moi je maintiens tous les jours qu'il ne faut pas mettre un stérilet classique au cuivre à une femme qui a des règles douloureuses ou très abondantes. Et pourtant je continue à le voir. Donc tout ça, il faut que chaque femme soit interrogée et examinée avec discernement pour savoir ce qu'il y a de mieux pour elle. Oui, mais avec tous les moyens de contraception qu'il y a et toutes les femmes différentes, c'est presque une discipline à part entière, Christian Jamin. Donc c'est compliqué. Un médecin ne peut pas connaître absolument tous les avantages et les inconvénients de chaque moyen de contraception. Besoin de chacun. Vous avez raison, et c'est pour ça que j'allais dire, quand vous êtes en bonne santé, que vous n'avez pas de facteur de risque, toutes les contraceptions peuvent être discutées, mais aussi il y a énormément de cas difficiles et il y en a de plus en plus au fur et à mesure qu'on avance en âge. Et donc effectivement, à partir d'un certain niveau de difficulté, il faut avoir affaire à des spécialistes. C'est ça, et souvent, plus on passe l'âge, plus on veut plus d'enfants, du coup on met un stérilet, on le met en place et puis on n'y touche pas. On fait des révisions de temps en temps, comme on dit, et voilà quoi. La pilule, elle est loin de notre pensée, quoi. Ça, c'est plus quand on démarre, quand on est jeune. Oui, vous avez raison. De toute façon, maintenant, on a tendance à donner nettement moins de pilules à partir de 40 ans, parce que c'est l'âge où apparaissent les ennuis, souvent. Mais le stérilet à cet âge-là, parfois, c'est compliqué aussi parce que c'est aussi l'âge où les femmes ont des règles plus abondantes ou plus anarchiques. Donc tout ça est franchement compliqué. Et aussi, je voulais vous demander aussi pour les personnes qui fument, je crois qu'il y avait une histoire aussi avec la pilule, non? Alors le tabac augmente les risques vasculaires et la pilule aussi, mais à partir du moment où la femme a des facteurs de risque. C'est-à-dire qu'on considère que le tabac est une contre-indication absolue à la pilule à partir de 38 ans. Mais chez une femme de 20 ans qui n'a pas de facteur de risque, il est très mal de fumer, mais c'est encore pire de lui donner en plus des risques d'avoir une IVG. Ah voilà.
Bon. Je comprends. Ok, merci. Merci Ben, je beaucoup. vous en prie, Karine. Vous avez répondu à mes questions. Bonne journée. On va continuer à répondre à toutes les questions et je pense qu'il va y en avoir beaucoup parce que c'est vrai que c'est un sujet terriblement complexe. Est-ce que les femmes seraient compliquées finalement, Christian Jamin? On ne se permettrait pas de le dire. Hein. Bah, oui, mais moi qui connais les hommes, enfin, à travers mon exemple, c'est pas forcément simple pour nous non plus. Non, c'est bien vrai. Allez, on se retrouve dans un instant avec le Love Conseil. On va parler des différentes étapes du pardon. Aujourd'hui, avec Christian Jamin, nous évoquons la contraception. Quels sont les meilleurs moyens de contraception? Quelle influence a-t-elle sur notre sexualité? Venez participer à l'émission au 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est Philippe David, tout à l'heure à 20h, débat passionné sur l'actu du foot avec Guy Carlier et Emmanuel Galasso. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Eh bien, Christian Jamin, je ne sais pas si vous êtes apte à pardonner. Alors oui, bien sûr, je suppose, comme moi, mais bon... Il y a pardon et pardon, hein, on est d'accord. Bref, toujours est-il qu'il faut déjà savoir si on a envie de pardonner et si on le veut vraiment. Sinon, c'est pas la peine d'écouter ce Love Conseil. Mais quoi qu'il en soit, il y a plusieurs étapes. On ne parvient pas à pardonner immédiatement, sauf peut-être pour des choses très bénignes, évidemment. Tout d'abord, il faut prendre conscience de la souffrance que ça vous a provoqué. On va prendre par exemple la question d'une trahison. Hein. Ça fait toujours souffrir et il faut essayer de voir aussi quelle est votre part de responsabilité, quelle est la faute de l'autre et ne pas nier la réalité en pensant que finalement c'est pas si grave, parce que si on nie une réalité, finalement il y a des effets pervers parce qu'il y a quelque chose en nous quand même qui reste, la vérité reste quand même en nous. Donc ensuite, n'essayez pas d'imaginer ce qu'il aurait fallu faire pour que ça ne soit pas arrivé, parce que c'est comme ça, on ne revient pas en arrière. Pour pardonner, il faut accepter ce qui s'est passé et se tourner vers l'avenir. Ensuite, il faut sortir du rôle de victime, mais on a le droit d'exprimer sa tristesse, sa colère, c'est nos émotions, il faut les respecter, même si la colère ne doit pas impliquer de la vengeance. Enfin, il faut pardonner pour soi-même et non pas pour l'autre. Et ça, je crois que c'est quelque chose de très important à comprendre, parce qu'en fait, le pardon va libérer du passé, il va apporter la sérénité en soi. Et en fait, les personnes qui savent pardonner, vont se rendre compte que ça augmente leur estime personnelle. Donc, on a tout intérêt à savoir pardonner, mais en même temps, c'est normal que ce soit pas aussi simple que ça. Vous voulez réagir ? Oui, moi, quand on me parle de pardon, je pense à Jacques Brel, parce qu'il a dit dans une chanson il a dit il y a bien la haine, mais c'est trop cher. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que souvent, c'est celui qui ne pardonne pas qui est le plus malheureux, parce que la haine, c'est cher, ça vous empêche de vivre, ça vous empêche d'être heureux de nouveau. Donc oui, je pense qu'il y a des tas de situations où il faut pas pardonner, mais il faut vraiment analyser ce qui s'est passé. En quoi suis-je responsable? Est-ce que ça vaut le coup de se pourrir la vie pour ça? Et est-ce que la faute qui a été faite, si tant est qu'elle ait été faite, est de ma faute ou de la sienne? Voilà. Et puis peut-être qu'on a le droit de il faut se pardonner, mais on a le droit aussi de mettre de côté la personne qui nous a trahis. Et puis, bien sûr. Et puis, mais il vaut mieux en être indifférent qu'être dans la haine, en effet. Catalina est avec nous. Bonjour. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Christian. On vous écoute. Allez-y. Vous voulez nous raconter votre vécu un peu particulier? Alors, il est particulier, oui. Alors, je vais essayer de l'expliquer au mieux. C'est-à-dire, j'ai eu deux enfants nés de césarienne. Dans le premier, ça s'est bien passé. Le deuxième, j'ai perdu, il est mort en utero, donc 8 mois et demi de grossesse. Ensuite, on m'a fait une amniosynthèse. J'ai fait une fausse couche à 5 mois. Ensuite, je suis tombée enceinte, là, au bout de entre les deux, il y a 7 ans d'écart. Et donc, au moment où j'ai dit quand même à mon médecin, mon gynécologue, j'ai dit, écoutez, j'aimerais, si possible, après, je peux pas, parce que ça c'était ma 3e césarienne. Après, il était déconseillé d'avoir notre enfant. Il me dit, écoutez, moi, ce que je vous propose,
c'est de vous baguer les trompes. On parle de contraception, donc je dis on va vous baguer les trompes, mais pour cela j'ai besoin de l'accord de votre mari. Bon, l'accord de mon mari. Bon, à l'époque. Vous avez l'air surpris, Christian. Oui, je ne connaissais pas cette loi. Oui, en 88 c'était. Hein. Ah oui, c'est ça. Ouais. Je suis trop jeune. C'est la première fois qu'on me le dit. Par contre, je ne sais pas. D'où c'est la raison pour laquelle je vous appelle. Je ne sais pas si c'est toujours à l'ordre du jour ou pas, ou si c'est voilà. Alors donc, mon mari, oui, lui, de toute façon, il me dit, je ne ferai plus d'enfants puisque tu as un problème de santé. Puis de toute façon, moi, je n'avais pas. Ça m'étonnerait aujourd'hui. Ça m'étonnerait aujourd'hui que la loi soit toujours comme ça. Et même en 88, ça me surprend un peu. Après, c'était peut-être le chef. Oui. Non, mais on va essayer de vérifier. Ah oui, franchement, ce serait bien parce que à l'époque, bon, je vous dis franchement, c'est vrai que bon, du moment que j'allais avoir cet enfant, que ma grossesse s'était bien passée et que j'allais accoucher césarienne et tout, c'était pas tellement mon souci. Je voulais surtout avoir ce deuxième enfant. Et donc, il a donné son accord et quelques temps après, monsieur m'a trompé et on a divorcé. Et il a eu un enfant avec une autre personne. C'est pas le problème parce que moi je refais ma vie, j'étais heureuse, enfin voilà. Mais maintenant je me dis que est-ce que c'est toujours d'actualité et est-ce que vient faire le compagnon, le mari ou autre dans le choix, parce que moi quand j'ai refait ma vie avec la personne avec qui j'ai vécu 30 ans, j'aurais aimé peut-être au début avoir un enfant. Au début ça m'a calmé parce que j'en avais 2, il y en avait 1, 3 enfants. Quand j'ai vu ce que ça représentait en travaillant et tout, voilà, ça m'a duré un an peut-être, pas plus. Mais voilà, j'aurais aimé savoir si c'est toujours appliqué, si on demande toujours l'avis au mari ou pas. Ah bah écoutez, là vous me scotchez là parce que moi j'ai jamais demandé l'avis du mari et je dois dire que bon, il faut qu'on vérifie ça, c'est sur le plan. Parce que, en tout cas, aujourd'hui, non. Ça m'étonne. Oui, non, aujourd'hui, non. Non, enfin, je l'affirme. Encore une fois, Oui, non, mais encore une fois, je ne l'affirme pas parce que je ne suis pas suffisamment apte à connaître toutes les lois, mais ça me paraît très surprenant aujourd'hui où les femmes ont quand même acquis leur liberté, qu'elles soient obligées d'avoir l'accord du mari si elles veulent faire une ligature des trompes. Enfin, ça me paraît. Baguer, pas ligature. Oui, c'est oui, c'est pareil, ça revient au même. Disons qu'à l'époque, pour que je le vive mieux, il m'avait dit qu'on pouvait à la limite sectionner ses bagues, qu'on pouvait toujours oui, que c'était pas irréversible, oui. Non, voilà. Bon, écoutez, parce que on sait par exemple aujourd'hui qu'une femme a tout à fait le droit de pratiquer une IVG sans demander la permission de son compagnon. Enfin, en règle générale, je considère que c'est plutôt une décision de couple, mais la femme est tout à fait libre de le garder ou de ne pas le garder suivant son désir et son choix. Ce qui se comprend et qui en même temps peut se discuter. Enfin, c'est. Mais est-ce qu'on est obligé? Enfin, aujourd'hui, je pense pas qu'on soit obligé d'avoir l'accord du mari. Et peut-être qu'en 88, c'était déjà. Ça me paraît 88 quand même. Les femmes avaient déjà. Beaucoup de. Faut absolument qu'on regarde parce que encore une fois, pour moi, ça. Bénédicte est sur le coup. Elle regarde. On aura la. Oui, franchement, je vais vous écouter vraiment parce que quelque part. Parce que qu'est-ce qui vous dérange justement? En quoi ça vous choque? Ça me choque parce que en fait, celle qui a souffert le plus dans tout ça, c'est moi. Dans le sens où j'ai demandé à mettre un enfant au monde, d'accord. Mais après, baguer le côté psychologique et tout, le suivi, ma vie, ça ne m'a pas. J'ai eu la chance de rencontrer un homme, j'étais heureuse, on n'en voulait plus, et puis voilà. Mais quelque part, ce qui me dérange, c'est que à l'époque, quand on est fragile, moi j'avais perdu un enfant, un bébé à 8 mois et demi, l'amniosynthèse de fausse couche. C'est-à-dire que vous considérez que quand on vous a fait cette opération-là, quelque part on vous a un peu mutilé, c'est ça? Vous avez été. Oui, pas mutilé, mais j'avais pas. Oui, le mot est un peu trop fort. Le temps de réflexion. C'est ça, c'est-à-dire que c'est comme si votre mari vous avait imposé quelque chose et sans vous laisser vraiment
votre liberté de réflexion. Voilà. Il se dit, de toute façon, moi, j'en veux plus. Et puis moi, vous savez, moi, ce qui est le plus important, c'est que j'ai un bébé, la césarienne. On m'a fait une césarienne sous péridurale. J'ai vu le bébé. J'étais la plus heureuse des mamans. Moi, après, voilà, sur le moment, pour moi, c'était secondaire presque, puisque le but, c'était d'avoir un enfant. Mais vous savez, je crois, Catilina, que ces sujets-là, qui sont des sujets qu'on a tendance comme ça à traiter de manière très premier degré, c'est des sujets qui sont particulièrement profond pour chaque femme. Et je trouve que oui, souvent on prend des décisions un petit peu de manière comme si on était, comment dirais-je, on enlève un point noir qu'on a sur le bout du nez, quoi. C'est quand même des sujets qui touchent profondément les femmes, et la preuve, c'est que ça fait quoi, ça, vous parlez de 88, vous vous rendez compte, vous nous en parlez 30 ans après, c'est quand même, ça montre bien à quel point ça a été quelque chose qui vous a beaucoup plus touché et travaillé que vous... Oui, parce que je me dis que la personne qui se trouve dans ma situation actuellement, si elle doit avoir l'accord de son mari, j'espère que non. Si elle doit avoir l'accord de son mari, quand on est, vous savez, quand on a perdu un bébé à 8 mois et demi de grossesse et qu'on doit attendre, j'ai dû attendre quand même 3 semaines que le placenta décolle parce que je ne voulais pas de césarienne, j'ai dû accoucher normalement. Après, amniosynthèse, on n'a jamais connu les causes, hein. Et après amniosynthèse et puis fausse couche. Et puis après tout ça, on vous dit oui, mais on va vous baguer les trompes, mais il faut l'accord de. Ça fait beaucoup de. Pour moi, c'est un traumatisme rajouté. Oui, mais j'entends bien. Et écoutez, je crois que c'est peut-être bien aussi que vous puissiez, peut-être pourquoi pas, écrire ces moments de votre vie où ça a été difficile pour si je puis dire, accoucher de cette souffrance qui reste encore un petit peu en vous. Oui, mais Brigitte, si vous voulez, après j'ai eu la chance d'avoir un homme avec qui j'étais heureuse, j'ai vécu de belles choses, mes enfants sont beaux, ils sont heureux. Après, j'ai tourné la page. J'entends bien, mais on voit bien que vous avez eu besoin de nous en parler. Oui, parce que je veux savoir si c'est toujours d'actualité et qu'il faut faire avancer si c'est toujours d'actualité. Je pense qu'à un moment donné, il faut en parler et que ça ne le soit plus en fait. Et j'espère que non, que ça ne l'est plus. Parce que moi, c'était le chef de service de la maternité. C'est le docteur qui, en fait, c'est le gynécologue qui m'a fait accoucher de l'enfant, de l'hétéro que j'ai perdu. Oui, j'ai bien compris. Il m'a suivi du début jusqu'à la fin. Donc, il a demandé l'avis et l'accord, c'est que, je veux dire, il l'a pas fait parce que, vous savez, il y a la sympathie, il y a la bienveillance, il y a tout ça. Après, quand on a des moments aussi douloureux avec la patiente et avec le médecin, enfin, il y a quelque chose qui se passe après que bon. Et quand il m'a dit ça, je dis oui, de toute façon mon mari il est d'accord, bien sûr. Et puis on était unis. Après il y a eu bien sûr. Non mais il y a rappelons quand même une époque heureusement très lointaine où on posait la question au mari, est-ce qu'on sauve la vie de la mère ou on sauve la vie de l'enfant? Donc on voit bien à quel point à un moment donné c'était l'homme qui décidait qui avait le choix même de la vie de son épouse donc on voit bien que les choses ont quand même énormément bougé. Ça, je vous parle de ça, c'était il y a 2 siècles, heureusement. Mais on va vérifier, on essaye de trouver la réponse et on la donne à l'antenne, j'espère, avant 16h. Merci en tout cas. Parce que vous savez, Brigitte, j'en arrive à un point, je me dis que, excusez-moi, mais quand on se trouve dans la situation où je me suis trouvée, bon maintenant ça y est, je suis mamie et voilà, on est passé à autre chose. Mais quand on se trouve dans la situation où je me suis trouvée et qu'on vous pose la question, la personne qui se trouve maintenant, qui a perdu un bébé, qui se bat pour en avoir un deuxième ou peut-être un, parce que moi c'est le deuxième, ça peut être le premier, et à qui on demande, voilà, vous avez problème de santé, je n'avais que rien, j'aurais pu, mais bon, c'était risqué, et à qui on pose la question, on dit voilà, il faut quand même pour votre santé, il vaut mieux pour vous baguer les trompes. Est-ce que vous pensez que la personne, si elle a un bébé, si elle sait qu'elle met sa vie en danger, si elle en a un autre, elle va dire non, elle peut pas dire non. Vous savez, je ne serais pas aussi affirmative. Moi, je pense qu'il y a des femmes qui sont prêtes à se mettre en danger pour avoir un enfant, et c'est des questions très 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 subjectives, et
Et je pense qu'on ne se rend pas assez compte. Et d'ailleurs, Christian Jamin, vous le disiez en début d'émission, chaque femme est un individu particulier avec ses désirs, ses non-désirs. C'est très complexe. Mais promis, on essaye de trouver la réponse avant 16h. Oui, et puis les temps ont beaucoup changé. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu depuis que la reperméation des trompes, ça marchait moyennement bien. Par ailleurs, maintenant, on est capable de faire des cryoconservations des folliculaires, donc on peut très bien mettre des œufs au congélateur et si on en a besoin et qu'il n'y a plus de trompe, on peut s'en servir. Enfin, et puis aujourd'hui, alors ça c'est une information, c'est qu'on pense que le cancer de l'ovaire vient du pavillon de la trompe, et donc quand on opère, on est plus large qu'avant. Parce qu'avant, on se contentait souvent de mettre des clips et aujourd'hui, si l'âge le nécessite, on a plutôt tendance à enlever la trompe. Donc, le monde a énormément changé depuis 88. Donc, je ne pense pas qu'aujourd'hui, on demande l'autorisation du mari. Et par ailleurs, ce que je ne sais plus, c'est si en 88, c'était légal de le demander. En tout cas, il semble bien donc la réponse, non. Aujourd'hui, on ne demande plus l'autorisation du mari. Est-ce que c'était réellement le cas en 88 ? On essaye de trouver la réponse, mais c'est pas évident et on vous donne ça avant 16h. C'est promis, Catalina. Merci de votre appel. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie ? 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Christian Jamin est avec nous et nous évoquons la contraception. Alors d'après ce qu'on a vu donc pour répondre à Catalina, la loi donc de 2001 indique bien que seul l'intéressé est apte à se rendre stérile. On est bien d'accord, que ce soit un homme avec une vasectomie, d'ailleurs Eric va témoigner là-dessus, ou une femme avec la ligature des trompes. Avant 2001, c'est très flou, semble-t-il. Voilà, avant 1980, dans les années 80, il n'y avait pas d'obligation du consentement du mari. Bon, donc en 88, forcément non. Voilà. C'était une pratique influencée par la morale ou les usages médicaux de l'époque, ce qui veut tout dire, et rien. Et rien, on est bien d'accord. Donc a priori, c'est donc... Donc dans certains services, on demandait l'autorisation du mari et dans d'autres pas, il n'y avait pas de loi. Ça dépendait du côté macho du mec qui dirigeait le service, en gros. Je ne dirais pas de mal de mes confrères. C'est moi qui le dis, Donc Catalina, c'était bon. Écoutez, vous en tirerez les conclusions que vous voulez, mais en tout cas, ça semble être assez clair. Par contre, depuis 2001, ce qui me paraît très bien, c'est que chacun fait ce qu'il veut de son corps, et ça me paraît quand même une avancée, si je puis dire. Absolument. Eric, bonjour. Oui, bonjour Brigitte, bonjour à votre invité. Christian Jamin qui est avec nous. Je suis ravi de vous avoir parce que ça fait longtemps que je vous écoute. Et c'est que maintenant que vous nous appelez, mais qu'est-ce que ça veut dire, Eric ? Parce que je suis très timide. Ouais. Oui. Non, c'est parce qu'il y a quelque chose qui... j'entends beaucoup de femmes et moi, la contraception, dans mon couple au départ, donc je vous parle des années, comme la dame avant, les années 87-88, quoi. Oui. Voilà. Donc à l'époque, j'avais plus de 30 ans, 32 ans exactement. Et mon épouse avait 3 enfants. On avait eu 3 enfants ensemble. Et après un problème de grossesse, on a opté pour une contraception masculine et pas féminine. C'est-à-dire que j'ai fait une vasectomie. Donc en 88. En 88. Bravo, parce que c'était quand même très d'avant-garde. C'était interdit. C'était interdit. Ah oui. Interdit. J'ai bravé la loi. Pour faire d'abord, les premiers docteurs que j'ai vus ne voulaient pas le faire. J'ai trouvé un urologue qui a fait ça et qui l'a fait en masquant l'acte par rapport à... C'était pas une vasectomie sur l'acte, quoi, voilà. C'était autre chose. Oui, c'est fou ça quand même, Christian Jamin.
Oui, mais comme on le disait à l'instant, les temps ont beaucoup changé. Et C'est depuis, fou, oui. par exemple, maintenant, si on fait une vasectomie, on peut congeler du sperme. Donc la loi a beaucoup évolué avec la science. Là encore, je ne saurais pas répondre sur la légalité de faire une vasectomie dans les années 80. Le témoignage d'Éric, on peut lui faire. Oui, le témoignage d'Éric va dans ce sens. Oui. Mais ce qu'il faut quand même comprendre, c'est que jusque dans les années 70, on va dire, hein, je dirais ça, puisque la guerre de 45, la guerre se termine en 45, et en 65-70, on est encore avec la frayeur d'une guerre, et donc de besoin j'allais dire, de chair à canon, parce que malheureusement c'est un petit peu ça quand même, hein, obliger les gens faut quand même pas oublier que pendant la guerre, l'IVG était interdite, était peine de mort d'ailleurs pour les femmes qui pratiquaient l'IVG. La pub pour le préservatif, elle n'a été autorisée que lorsqu'il y a eu l'épidémie du sida, c'est-à-dire à partir de 85. Donc on était quand même dans une culture procréative. Oui, mais... Mais c'est ce qui explique peut-être qu'en effet la vasectomie était interdite jusqu'en 87-88. Après les guerres en France, il y a eu une politique nataliste très importante. Bien sûr. Et qui petit à petit a disparu. Et là, avec la disparition de la natalité, la diminution de la natalité, je ne dis pas qu'il faut revenir à des mesures contraignantes, mais je pense que il serait temps de reparler justement de la natalité. C'est toujours la question, est-ce que l'individu l'emporte sur la société, est-ce que la société l'emporte sur l'individu? Bon, après, puis c'est la question des retraites. Est-ce qu'il faut obliger les femmes à faire des enfants pour qu'on puisse continuer à avoir notre retraite, ou est-ce que... Enfin bon, bref, ça c'est d'autres débats qui ne sont pas tellement le sujet de cette émission. Mais qui sont vieux comme Hérode, parce que je me souviens que il y a eu des grands débats philosophiques avant-guerre, avant même la Première Guerre, sur le droit de l'individu par rapport au droit du groupe. Mais bien sûr. Et je tairai les noms des philosophes impliqués parce que ce serait très mal vécu, mais c'est un sujet qui reste d'actualité. En tout cas, ce que je trouve toujours intéressant, parce que c'est un peu ma philosophie, Eric, c'est que finalement, vous faites une vasectomie, vous bravez la loi, hein, puisque c'était interdit, par amour et respect pour votre femme. Moi, je pars toujours du principe que l'individu qui transgresse la loi pour des raisons assez nobles, parce que j'ai envie de dire que c'est assez noble pour l'amour, moi, ça ne me dérange pas. Mais en revanche, je ne suis pas pour une loi qui serait valable pour toutes à partir du moment où on n'est pas dans l'intérêt de la société. Voilà ma philosophie. Vous voyez, mais à l'époque, pardon. Oui, je vous en prie, allez-y. À l'époque, pour les femmes, c'était autorisé de faire la ligature des trompes. Il n'y avait pas d'égalité là. On pouvait mutiler une femme, mais pas un homme. Alors voilà. C'était autorisé. C'était compliqué. C'était pas si autorisé que ça se faisait, on va dire. Ma femme aurait pu le faire. Oui, je sais. Et c'est ce qu'on a. Ma maman l'avait fait, donc je sais. Je suis d'accord avec vous, Eric. Elle l'avait fait bien avant 88. Oui, sûrement. mais il y avait beaucoup de d'ailleurs avant 75, il y avait beaucoup de gynécos qui le faisaient aux femmes pour justement les libérer des problèmes d'avoir encore des enfants, et bien sûr, mais de toute façon, on a tendance à critiquer les médecins, mais c'est quand même des êtres humains et ils ont souvent des attitudes très, très, très nobles. Mais oui, votre cas est quand même exceptionnel, parce que je pense que dans ces années-là, il y avait très peu d'hommes qui pratiquaient la vasectomie. Mais c'était pas très connu. Hein. En plus, vous avez raison. Mais alors, qu'est-ce qui vous a donné comment vous l'avez su ? On s'est documenté, on a regardé, et de toute façon, la pilule ne convenait pas à ma femme, elle avait des fragilités. Pour tout vous dire, elle venait de subir un avortement parce qu'elle pouvait pas porter le 4e enfant. Ça a été quand même douloureux, et moi j'estimais que vous aviez 3 ans. Ça se fait à 2.
3 enfants. Et on peut prendre ses responsabilités en tant qu'homme aussi, parce que Bien sûr. les enfants, on les fait à 2 et on les élève à 2, et voilà. Mais c'est tout à votre honneur. Et vous êtes toujours ensemble, j'espère? Malheureusement, elle est décédée il y a 12 ans, et voilà. D'accord, oui, bon, ben là, excusez-moi, hein, c'est pas... Non, mais c'est pas... Vous Mais êtes par pas- contre, on a vécu de très belles choses, et je pense que de vous écouter, ça fait beaucoup de bien, quoi. Voilà. Oh, c'est gentil, c'est gentil. Et vous regrettez pas? Vous n'avez jamais regretté, j'imagine? Ah non, jamais. Parce qu'on m'a dit, oui, mais si tu refais ta vie et tout, j'ai refait ma vie, mais j'ai plus besoin d'avoir d'enfants. Hein. C'est pas grave. Hein. C'est pas... Oui, mais là encore, Dieu merci, le monde évolue et depuis les lois ont changé et puis surtout la science a permis de pallier les inconvénients. Encore une fois, aujourd'hui, si vous voulez faire une ligature des déférents, eh bien vous êtes en droit de demander une cryoconservation de vos spermatozoïdes au cas où la vie vous jouerait un vilain tour. Oui, puis aujourd'hui, elle est assez réversible, la vasectomie, d'après ce que me disait Vincent Hupertan. Oui, mais pas toujours. Donc, il faut... souvent, on prend la précaution de conserver du sperme. Oui, elle est réversible parce que mon gendre l'a fait. Il a fallu qu'il la fasse une deuxième fois parce que ça avait pas très... Ça s'était ressoudé et ça avait... Ah, il est très fertile, votre gendre. Oui, mais c'est pour ce qu'il fallait que ce soit sûr, il fallait enlever un grand bout. Donc après, on avait du mal à reperméabiliser. C'est toute la difficulté de la contraception masculine. Hein. C'est pour ça que la pilule pour homme, il ne faut pas rêver, elle n'existera pas parce que vous en fabriquez toutes les secondes des spermatozoïdes. C'est un autre sujet, ça. C'est vrai que la contraception pour homme, d'abord, elle ne fonctionne qu'après 3 mois qu'on l'ait faite. Donc, donc, il reste plein de petites bêtes dans les tuyaux. Donc, ça marche pas tout de suite. C'est pas du jour au lendemain. Enfin, bon, bref. Effectivement, le monde change beaucoup et tant mieux. On trouvera peut-être un jour une pilule pour homme. Oui, il y a beaucoup de gens, on y travaille beaucoup, mais c'est compliqué. D'abord parce que on ne peut pas appliquer le principe de la contraception féminine à l'homme parce que les hormones qu'on donnerait à l'homme donnent des cancers du foie. Donc on donne des hormones différentes. Et puis il faut du temps entre le moment où on le fait et le moment où c'est efficace. Enfin bref, c'est souvent pas réversible. Donc il faut aujourd'hui, bien évidemment, qu'on a le droit de le faire. Mais on prend des précautions. Merci Eric en tout cas parce que votre... Ce que je voulais rajouter, oui, si allez-y. possible, je vous en prie, bien sûr. C'est que ça ne change rien au niveau de la sexualité, contrairement à ce que pensent beaucoup d'hommes. Non, normalement ça ne change rien, mais encore une fois ça dépend ce qui se passe. Oui, bien sûr, et vous avez raison, sur un plan médical ça ne change rien. Maintenant, ce qui se passe dans la tête, alors là, si vous saviez comment ça peut changer, c'est toujours le problème de ce qui se passe dans la tête. Oui, surtout les hommes qui sont des petits êtres fragiles, qu'il faut manier avec beaucoup de douceur et de tendresse. Allez. Voyons. On va dire qu'on est d'accord, vous êtes le sexe faible, c'est bien connu. Merci beaucoup Eric, en tout cas, merci beaucoup de ce témoignage qui montre bien à quel point c'est pas simple, une société bonne pour tous. On fait une petite pause, on se retrouve après les infos. Nous parlons des différents moyens de contraception aujourd'hui avec Christian Jamin. Venez témoigner, appelez-nous au 0826 300 300. Sud Radio, votre avis fait la différence. Vous êtes auditrice de Sud Radio depuis longtemps ou pas? Depuis plusieurs années, depuis que je me suis rendu compte qu'on ne nous disait pas tout à la télévision. Sud Radio, parlons vrai. Nous évoquons les différentes contraceptions avec Christian Jamin qui est avec nous, gynécologue, endocrinologue, et on va continuer évidemment à répondre à vos questions toujours assez nombreuses parce qu'au fond on n'a pas tellement d'endroits où on peut avoir des vraies réponses sur la contraception qui serait la meilleure pour nous, il y a quand même, d'abord il y a tous les gynécologues, les médecins généralistes et puis les centres de PMI. Donc on peut avoir l'information, mais c'est vrai que l'information vient pas à vous. C'est vous qui devez aller à l'information. Et donc effectivement, on en parle peu dans les médias. C'est plus aujourd'hui un sujet
très traité. Oui, j'ai l'impression que c'est un petit peu chacun pour soi, chacun se débrouille comme il peut. Mais on est là pour répondre à vos questions. Bonjour Flora. Bonjour Brigitte, bonjour Christian Jamin. Bonjour. On vous écoute, allez-y. Alors, moi j'ai une idée un peu controversée à ce jour, avec le recul. Très bien, allez, on continue. Alors, je ne sais pas s'il faut que je cite les noms de la molécule en question ou je vais sur la DCI, je ne sais pas. Je me faites comme vous avez envie. Bon, voilà. Je vais deviner. Voilà, je crois. Donc je vais sur un traitement depuis très longtemps, sur un traitement hormonal. Voilà, la bête noire, Diane 35 et Androcure que j'ai eu pendant de très très longues années pour des problèmes d'hirsutisme, voilà, de pilosité donc. Formidable, hein. C'est vrai que le résultat était rapide. Et donc satisfaisant aussi, hein, je vais pas nier. Hein. Par contre, ma gynécologue m'a appelée au bout de très nombreuses années en me disant attention, il y a des risques de méningiome, donc on va faire un bilan et voilà. Et du coup, aujourd'hui, je suis un peu en colère parce que, alors je sais pas s'il y a un effet de cause à effet. On m'a diagnostiqué une micro-adénome hypophysaire. Voilà. Donc, est-ce que je crois pas, a priori, parce que je me suis rapprochée d'une association, hein, et a priori, il n'y a pas d'effet, mais voilà, j'ai fait confiance et malheureusement, bon, il y a des risques comme tout médicament, hein, voilà. Bon, alors. Vous avez dit quelques petites choses pas tout à fait exactes, alors je vais revenir dessus. D'abord, on n'a jamais reproché à Diane de donner des méningiomes. Les études ne le montrent pas, c'est Androcure. Bien sûr. Deuxièmement, tous les méningiomes décrits ont plutôt été chez des femmes âgées, plus âgées. Chez les très jeunes, on n'a pas vu cela. Mais effectivement, c'était un médicament extraordinairement efficace, adoré des patientes qui le prenaient. Et on voit encore aujourd'hui, plusieurs années après, des femmes qui regrettent le retrait de ce traitement, qui avait des effets spectaculaires sur l'acné, la pilosité, la peau grasse. Et c'est devenu une vraie drogue. Hein. Et moi, je vois des gens qui essayent de l'avoir sous le manteau. Donc... Alors, et ce médicament a été retiré du marché? Non, ce médicament n'a pas été retiré du marché, mais il a été retiré comme indication de traitement de la pilosité, etc. Ouais. Sauf cas très, très, très particulier. D'accord. Sachant que ma gynécologue, parce que je lui ai dit, est-ce que vous avez d'autres cas parmi votre patientèle? Elle m'a dit, oui, j'ai une personne qui a le même profil que vous. Alors, il faut savoir que j'ai pris Androcure. Enfin, c'était limité à 3 années, il me semble, hein, 3 années de prise. Non, à l'époque, non, je crois pas. Maintenant, après, oui, puis maintenant, c'est très difficile à trouver. D'accord, oui. Donc du coup, il y avait c'était sur un court terme, et en fait, moi, je l'ai pris pendant de très, très, très nombreuses années. Voilà. Donc. Quel âge aviez-vous? J'ai eu Diane 35 d'abord, après j'ai eu. Diane ne donne pas de méningiome. Pour l'instant, les études n'ont pas montré. Diane augmentait probablement un peu plus fortement que les autres le risque de phlébite thromboembolique. C'est pour ça qu'il a été un peu retiré des médicaments utilisables facilement. Oui, Androcure, je l'ai pris, après avoir eu les 2 enfants, donc ça devait être une trentaine d'années. Oui, à 30 ans, on n'a pas vu beaucoup de méningiomes, si ce n'est non, je crois qu'on n'en a pas vu. C'est un peu plus tard. Mais voilà. Le risque était dépendant de l'âge, mais aussi de la dose cumulée, c'est-à-dire la dose quotidienne multipliée par le temps où on l'a prise. Oui, c'est pour ça. Moi, je l'ai pris pendant une vingtaine d'années, 25 ans. Oui, voilà. Bon, et effectivement, parfois on trouve des effets secondaires des années après. Voilà. Et voilà. Dieu merci, tout le monde n'a pas eu cet inconvénient.
Alors, quant au micro-adénome hypophysaire, alors d'abord, il faut savoir que c'est très, très, très fréquent. Et que si on faisait des IRM de la tête à toute la population, on en trouverait beaucoup, sans pour autant qu'il faille appeler la rescousse. C'est très, très fréquent. Et la seule chose à voir, c'est est-ce que ça sécrète des hormones? Si oui, lesquelles? Et qu'est-ce qu'on doit faire? Mais trouver un micro-adénome hypophysaire dans un silence médical en tant que maladie, il ne faut pas s'affoler. C'est très banal. Ouais. D'accord. Bon, mais parfait alors. Voilà, donc il faudra surveiller, voir si ça grossit ou si vous arrive quelque chose. Mais a priori, à mon avis, vous pouvez dormir sur vos 2 oreilles. Bon, mais ça va alors. Donc vous êtes plutôt rassurée, Flora, vous avez eu raison d'appeler. Non, mais je crois que, encore une fois, c'est toujours enquiquinant parce qu'on prend un médicament avec forcément toujours des effets secondaires, plus ou moins d'ailleurs connus, soyons clairs, parce qu'il y a des médicaments, on le découvre parfois 20 ans, 30 ans après. Et puis ensuite, c'est la part de quel est l'intérêt du médicament par rapport au danger. Oui, et c'est du cas par cas, j'ai presque envie de dire. Sauf que on n'est pas, on le sait qu'après. Enfin, c'est vraiment très 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 compliqué et on peut pas. Moi, je pense que c'est très compliqué d'avoir une réponse claire sur ce sujet-là. Alors c'est encore plus compliqué que ce que vous le dites, c'est mon dada, ça m'empêche de... Enfin c'est vraiment un gros problème pour plusieurs raisons. La première, vous avez probablement entendu parler de l'écrivain Aldous Huxley qui a écrit le livre qui s'appelle Le meilleur des mondes, et Aldous Huxley a dit « La médecine a fait tellement de progrès qu'il devient très difficile de trouver quelqu'un en bonne santé ». Bon. Ah oui, c'est vrai que c'est intéressant. C'est une phrase qui me tarabuste en permanence. Oui, parce qu'on fait des examens beaucoup plus qu'avant. Aujourd'hui, une de mes bêtes noires, c'est que on est tous malades. C'est-à-dire, en gros, vous avez trop de poils, vous êtes malade. C'est souvent pas vrai. C'est-à-dire que vous pouvez être méditerranéen ou d'origine africaine et avoir des poils sans être malade. Donc le fait d'être différent n'est pas une maladie. Et donc, à partir de quel moment devient-on malade? C'est là qu'est toute la question. Et aujourd'hui, il y a des maladies, en particulier en gynécologie, on en trouve à tout le monde. À partir de quel moment on considère que c'est pathologique, ou à partir de quel moment on pense que c'est juste la différence entre les individus? Est-ce que les Chinois n'ont pas de poils? Les Irlandais n'ont pas de poils. Et dans le bassin méditerranéen, je vais taire les pays, on est beaucoup plus poilus. Ça veut dire, est-ce que c'est une maladie d'être méditerranéen? Donc, vous comprenez ce que je veux dire? Et à partir de ce moment-là, non, mais je monte sur mes grands chevaux parce que c'est votre dada. J'ai bien compris. Non, mais c'est quelque chose qui me choque énormément. Ça me choque énormément parce que d'aller expliquer aux gens que sous prétexte ils ont une différence par rapport aux autres, ils sont malades. Non. Ils sont différents. Alors, il y a des différences qu'on aime et puis des différences qu'on n'aime pas. Mais ça, c'est les hasards de la vie ou de Dieu, si vous voulez. Voilà, j'ai tout dit. Ça fait du bien. Non, mais c'est vrai que c'est à la fois... c'est compliqué, mais je crois qu'encore une fois, moi j'ai plutôt envie je sais pas ce que vous en pensez, Flora, mais à chacun de prendre un petit peu ses responsabilités et puis de se renseigner, parce qu'on a quand même, en revanche, aujourd'hui, la capacité à se renseigner réellement sur les médicaments qu'on prend. Et puis peut-être qu'avant toute chose, déjà, c'est l'hygiène de vie qui compte aussi. Et puis l'acceptation de soi-même. Oui. C'est-à-dire que on peut très bien être heureux en étant différent du voisin. Et donc aujourd'hui, on veut absolument médicaliser tout ça. Et médicaliser, c'est traiter. Traiter, c'est prendre des risques. Donc on vit dans un cauchemar idéologique aujourd'hui de savoir à partir de quand est-on malade. C'est une vraie question et c'est très difficile parce que, encore une fois, le diagnostic de maladie implique la prise de médicaments, donc implique la prise de risques et donc il faut aussi rassurer les gens en leur disant que, l'avoir 10 cm de plus ou de moins en taille que le voisin, c'est pas forcément une maladie, c'est juste que la vie a été faite comme ça. Et puis parfois avoir une couleur de peau différente, c'est pas une maladie. Avoir une pilosité différente, c'est pas une maladie. C'est pas une maladie. Une acné, c'est
un peu plus, on sait que ça perturbe énormément la vie, donc on peut considérer la définition d'une maladie, c'est quelque chose qui altère votre espérance de vie ou votre qualité de vie. Et on sait que l'acné altère beaucoup la qualité de vie. Les acnéiques ont plus de difficultés dans la vie que les autres parce qu'ils ne s'aiment pas. Donc on est dans une fragilité de choix, quelque chose qui altère votre qualité de vie, oui, ça dépend aussi beaucoup du vécu qu'on a et puis de la chance qu'on a eue dans la vie pour pouvoir oublier ces petits défauts. Eh bien voilà, c'était dit. Merci Christian Jamin pour ce petit... Vous m'avez provoqué, vous l'avez eu. Merci Flora, bravo à vous. Vous avez fait monter Christian Jamin sur son dada. Mais je suis absolument d'accord avec lui. Et en plus, je suis soignante. Et là, avec la maladie, on existe encore plus. Voilà ce que je voulais dire et conclure. Ouais. Voilà, ça, vous avez raison aussi. C'est-à-dire qu'il y a la maladie qui est alibi. Complètement. Eh oui. Du coup, on va voir. Du coup, on n'est pas sorti là. Oui, parce que du coup, on va voir plein de gens, plein de médecins. On nous plaint. Oh là là, mais alors vivement que je sois malade. Merci Flora, merci beaucoup. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, on continue avec Christian Jamin qui est descendu de son cheval. Vous êtes gynécologue, endocrinologue. En attendant, vous connaissez bien tout ce qui est tous les risques des médicaments, etc., etc. Vous parlez pas à la légère, donc c'est important aussi de temps en temps de dire les choses clairement. Sarah, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Christian. Bonjour Sarah. Eh bien, vous voulez réagir aussi sur la contraception, on vous écoute, allez-y. Oui, alors moi ce que je dirais est assez classique parce que je suis pas toute jeune. Donc je suis à une époque de la pilule, parce que j'ai 60 ans. Et j'ai commencé à prendre la pilule très jeune parce que vous parliez de l'acné, Christian. Ben justement, moi j'avais de l'acné, donc on m'a fait prendre Diane. Et à l'époque où j'avais pas besoin en tant que contraceptif. Et donc j'ai pris l'habitude, je trouvais ça très très bien. Et j'avais pas de relations sexuelles régulières, donc ça m'allait très bien. Et puis après, quand j'ai eu vraiment besoin de contraception, je l'ai prise et puis j'ai arrêté. Et après, je suis sortie avec des hommes beaucoup plus vieux que moi. Donc, il y avait une bonne capacité de contrôle. Ça, c'était vraiment génial. Donc, finalement, je me suis assez bien débrouillée. Et sans avoir besoin de trop de médication, etc. Et franchement, mais j'ai beaucoup de chance. Parce que j'ai toujours décidé de ne pas me faire emmerder par les trucs de femmes et de ne pas avoir d'ennui. Quand j'étais jeune, j'étais avec des garçons. Et chaque fois que j'étais avec des filles, ça se plaignait du cycle, de ci, de machin. Moi, je me suis dit, je ne serai jamais comme ça. Et j'ai eu beaucoup de chance. Je ne sais pas si c'est la génétique ou la bio, mais pour moi, merci mon Dieu, tout a toujours été simple. Oui, alors, j'ai une autre phrase fétiche, c'est que les lois sont faites pour embêter ceux qui sont de bonne foi. En d'autres termes, il y a eu des accidents avec Diane, ça c'est certain, mais d'abord ces accidents, ils étaient d'autant plus fréquents qu'on était plus âgé, qu'on était plus gros et qu'on avait des antécédents familiaux de phlébite, de thrombose veineuse. Donc une fois qu'on a éliminé tous ces gens-là, et vous en faites partie puisque vous dites que vous étiez très jeune, le risque d'accident était très faible. Mais ceux qui nous gouvernent, ils sont obligés de regarder les statistiques et donc de voir qu'avec telle pilule, il y a un peu plus d'accidents qu'avec telle autre, et donc de mettre des interdictions, ou pas des interdictions, mais des warnings, des mises en garde. Bien sûr. Pour tout le monde, parce que le médecin, il faut comprendre quelque chose, c'est que le médecin, il soigne une personne. Le ministre, il soigne 60 millions. Et donc, quand vous donnez des conseils en étant ministre, et je ne défends pas forcément les ministres, mais quand vous donnez des conseils en étant responsable de la santé, eh bien, vous êtes là pour protéger les plus fragiles. Et donc, après, c'est au médecin individuellement de savoir ce qu'il doit faire par rapport à telle ou telle personne. Donc ce sont des métiers très différents et les recommandations qu'on fait ne sont pas valables pour tout le monde. Elles sont faites pour les fragiles. Voilà.
Oui, j'en doute pas une seconde, mais moi, j'ai souvent des problèmes avec mes élèves, parce que quand on parle contraception avec les filles, elles ont vraiment peur de la pilule. Alors moi, je leur dis toujours, ce que je leur dis d'abord d'aller voir un gynécologue, et ensuite que si vous ne cumulez pas avec l'alcool, la cigarette, l'hypertension et toutes ces choses-là, et avec un bon suivi, moi je sais que j'étais très suivie. Hein. Oui, mais vous avez raison. Après, c'est le rôle du médecin qui doit choisir en fonction de chaque individu. Est-ce qu'il y a des antécédents dans la famille? Est-ce que vous êtes en surcharge pondérale? Est-ce que vous fumez? Est-ce que vous êtes mince? Donc, le médecin choisit l'individu. Oui, mais ce que dit Sarah et sur lequel j'ai envie de rebondir, parce que je trouve que c'est quand même intéressant sur un plan sociologique, vous dites bien, hein, les jeunes femmes aujourd'hui ne veulent pas de la pilule. Et je trouve qu'il y a quand même chez les femmes aujourd'hui un conflit de génération. Oui, mais... Parce que je pense, enfin Sarah, on est à peu près de la même génération, et nous, la pilule, ça nous a libérés. Enfin, je veux dire, on a accueilli la pilule comme une sorte de libération de notre désir, de notre sexualité, et la génération actuelle des femmes qui ont entre 15 et 30 ans, on va dire, hein, pour voir large, elles sont anti-pilules, et je pense qu'il y a quelque chose, alors c'est certainement très inconscient, mais de conflit de génération. Oui, c'est exact, mais c'est exactement différemment ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que les recommandations des autorités de santé, et maintenant bien pire, des réseaux sociaux, sont en train de faire peur à tout le monde, oui, alors que ce sont des choix individuels qui doivent être faits en toute connaissance de cause. Et oui, aujourd'hui, on rejette globalement la pilule, alors que... Oui, mais si vous voulez, moi je peux tout à fait entendre que le ministre la rejette si en effet il y a trop de risques, ça je peux l'entendre. Mais que les réseaux sociaux la rejettent pour des raisons qui ne sont que des raisons inconscientes de conflit de génération, c'est totalement ridicule. Parce que combien de femmes aujourd'hui seraient peut-être plus aptes à être à l'aise dans leur sexualité avec la pilule qu'avec du préservatif qui n'est quand même pas toujours si fiable que ça. Enfin, je dis ça... Vous avez complètement raison, c'est que effectivement les réseaux sociaux véhiculent des idées sur lesquelles ils n'ont pas toujours réfléchi. C'est bien le problème, oui. Vous êtes d'accord ou pas, Sarah? Mais complètement, mais pas seulement les réseaux sociaux. Moi, je suis enseignante, et quand je vois ce que les enfants se proposent entre eux, les jeunes filles, non, la pilule, jamais, ça va être... Non, mais t'es folle, ce genre de trucs. Donc, il faut démonter tout ça et remettre un peu de raison là-dedans, si vous voulez. Et leur dire surtout, pardon, d'aller voir un médecin, d'aller voir un planning familial, de s'enseigner sérieusement. Il y a des espèces de démons, comme disait Brigitte, qui ont été véhiculés par le bouche à oreille. Totalement d'accord avec vous. Oui, mais on sait bien hein, que les croyances, ça peut avoir une force extraordinaire dans une population. Hein. Oui, c'est... Oui, surtout qu'en plus, le fait d'avoir besoin d'un suivi pour la pilule, parce que de mes temps, je ne sais plus comment c'est maintenant, moi je suis rangée des voitures, mais de mon temps, on devait vraiment aller voir le médecin très régulièrement, et ça permettait les dépister. Moi, j'ai des copines qui ont été dépistées parce qu'elles étaient pilule et qu'elles avaient un contre-indication. Sinon, elles n'auraient jamais été dépistées. Donc, ça peut, entre guillemets, être une bonne chose. Pour une population qui ne va pas tellement chez le gynéco. Moi, je vois les jeunes filles maintenant, il y a des pudeurs pour certaines communautés, elles ne vont pas chez le gynéco. C'est dramatique. C'est important que, vous voyez. Alors, il y a une étude qui a été faite au Mexique où on a comparé les risques et avantages de la contraception en fonction du fait qu'elle est en vente libre ou qu'elle est sous prescription médicale. Eh bien, on a vu que quand elle est en vente libre, il y avait un peu moins d'IVG. Et on a vu que quand elle n'était pas en vente libre, il y avait un peu moins d'accidents. Voilà, donc après, il faut faire la balance entre les deux. C'est intéressant, oui. Ouais, c'est une très jolie étude qui a été faite au Mexique. Pourquoi au Mexique? Parce que en fonction de l'endroit où vous habitez au Mexique, vous êtes près des États-Unis, là, il faut une ordonnance. Et quand vous êtes loin des États-Unis, vous êtes en vente libre. Et donc, on a pu comparer les avantages de la vente libre à l'avantage de la prescription médicale.
Eh oui, donc tout ça n'est pas si simple qu'on pourrait l'imaginer, évidemment. Donc c'est pour ça que j'invite toujours chacun à prendre ses responsabilités. Merci beaucoup de votre témoignage, en tout cas, Sarah. On fait une petite pause. On va se retrouver avec le Sexo Conseil. On va parler de filmer ses ébats sexuels. On va tester un jouet qu'a reçu Magali. Et puis on vous continue évidemment à vous donner la parole sur Sud Radio 0826 300 300. À tout de suite. Venez apporter votre témoignage et réagissez à l'émission en appelant dès maintenant le 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Sexo Conseil. Eh bien, Christian Jamin, nous allons parler du fait de filmer ses ébats. C'est quelque chose qui est assez courant, hein, des couples qui se font filmer ou qui filment leurs ébats sexuels. D'ailleurs, c'est souvent l'homme qui en a envie, certainement parce que le sens de la vue est important chez lui, mais comme la femme est souvent plus exhibitionniste, ça peut convenir aux deux. Alors, moi, je pense quand même qu'il y a quelques petites précautions à prendre. Il faut d'abord que les deux soient réellement d'accord, qu'il y ait une réelle harmonie et une confiance, parce que il ne faut pas que ces ébats se retrouvent sur le net sans un désir réel commun. Et puis, une fois cette précaution prise, j'ai tendance à dire que c'est peut-être pas mal de pas trop vous montrer à visage découvert, si je puis dire, parce qu'on n'est jamais à la merci que un jour ces images puissent être vues par des personnes qui n'auraient pas à les voir. Voilà, donc je pense que c'est quand même quelque chose qui n'est pas du tout anodin. Et puis on sait malheureusement qu'il y a beaucoup de vengeance avec ce genre de choses. Donc à prendre avec beaucoup de précautions. Oui, bien sûr. Et c'est des débats qu'on a eu beaucoup, Brigitte, sur la vue comme moteur de la sexualité. Donc, ça, c'est clair. C'est oui. clair. Et donc, j'allais dire, le fait de filmer n'est que la poursuite de notre débat. Exactement, que ce soit excitant, ça je l'entends tout à fait, mais attention à ce que vous en faites. Voilà, et on ne sait jamais, quand on s'entend très très bien, on croit qu'il n'y a pas de problème, et puis on sait très bien que lorsqu'il peut y avoir une rupture, et que l'un possède ces images, ça peut provoquer bien des dégâts, et on le sait que la vengeance, parfois, n'a pas de limite. Magali, bonjour. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Christian. Bonjour. Alors, vous avez reçu cette bouche vibreuse, c'est un stimulateur clitoridien à langue, Clyde, de la marque Pretty Love, que l'on trouve sur concordelove.fr. Alors, c'est vrai que c'est assez marrant, je vais le mettre en route, voilà. Donc vous voyez, Christian, il y a une petite languette là qui vibre très très fort et qui on peut poser donc évidemment sur la vulve et plus particulièrement sur le clitoris. Qu'est-ce que vous en pensez, Magali ? Oui, c'est vrai que déjà l'aspect est très marrant, j'ai trouvé ça original. C'est un jouet très doux au toucher. Et je trouve sa taille idéale pour une bonne prise en main. Avec le petit anneau qui permet de bien le maintenir en place et d'utiliser les différentes vibrations selon ce qu'on a envie de ressentir. Puis la forme est assez doit bien encadrer la vulve, donc c'est assez bien vu. Faut reconnaître. Complètement, oui. J'ai beaucoup aimé ce jouet parce qu'il permet une montée de l'orgasme progressive. Et j'ai d'autres jouets comme le Womanizer ou le Coco qui n'ont pas ces effets-là. Et donc c'est agréable justement cette montée petit à petit avec cette petite langue qui bouge et qui permet d'éprouver des sensations. Ah oui, puis elle est très active. Personne ne peut rivaliser avec elle. Oui, complètement. Donc, en plus, il est assez abordable, 29,90 €. En plus, si vous venez de la part de Sud Radio avec le code Sud Radio 15, vous avez 15% de réduction. Donc c'est quand même intéressant. C'est un jouet très abordable et très intéressant, effectivement. N'est-ce pas. Et puis bon, après, voilà, donc je crois qu'on en a fait le tour. Vous me donnez sa note ? Alors, je mettrai 9 sur 10. J'ai pas mis 10, alors c'est un petit détail, je sais pas si c'est important, mais dans la boîte, il y a une petite notice qui explique comment changer les piles. Alors que il n'y a pas de piles dans ce jouet. Donc j'ai trouvé ça marrant.
Mais c'était pas à propos. Mais, ah oui. Mais sinon, ça veut dire qu'ils ne relisent même pas le mode d'emploi et ça doit être refait de manière totalement... Ouais. Oui. Et je vois que vous êtes observatrice, Magali, et vous avez raison. C'est une erreur. Il faut la sanctionner. Donc voilà, mais sinon 9 sur 10 parce que vraiment il est top, quoi. Bon, mais vous le gardez quand même, même si le mode d'emploi n'est pas parfait. Hein. J'ai bien compris. 9 sur 10 donc pour ce stimulateur clitoris à langue Clyde de la marque Pretty Love que vous retrouvez sur concordelove.fr. N'hésitez pas avec le code Sud Radio 15, vous avez 15% de réduction. Je précise aussi que ce jouet qui est là, si vous avez envie de participer à l'émission, eh bien vous vous inscrivez sur sudradio.fr et vous recevrez ce jouet qui est là et donc il viendra chez vous. Bonjour Marc, merci d'être avec nous. Bonjour madame, bonjour Brigitte, bonjour monsieur Christian, enfin j'allais dire docteur. Je trouve d'ailleurs s'il n'y a pas besoin de piles, c'est qu'il est inusable cet appareil. Non, il se recharge avec une clé, oui, quand même. Comme souvent d'ailleurs. Oui, c'était redoutable. Sinon, bon, là, non, c'était une question à M. Jamin, comme on était dans le docrino. Donc, c'est mon épouse. Donc, elle a repris son travail d'infirmière dans les années 80, là, après 8 mois d'allaitement, tout ça, de s'occuper du petit garçon. Et puis, elle a repris le travail et elle avait des soucis au travail et un peu mal à la tête. Donc, j'étais étudiant en médecine à l'époque. J'ai fait un examen dont le champ visuel et elle avait donc... un trou noir, un scrotum central, et j'ai dit tiens, c'est peut-être relié à l'hypophyse qui croise autour de, enfin, le nerf optique croise à ce niveau-là, et effectivement, elle avait un adénome hypophysaire à prolactine qui est inopérable. Elle était traitée par l'ODEL pendant quelques années. Donc la question que je pose, est-ce que c'est fréquent et est-ce que ça aurait pu se reproduire avec une autre grossesse qu'on n'a pas osé faire, voilà. Alors on prenait aucun contraceptif et bon c'était assez chouette quoi. Et voilà, donc la question c'est purement de l'endocrino, mais ça peut être intéressant pour certaines femmes qui ont accouché, voilà. Elle avait des règles régulières avant d'être enceinte. Oui, elle avait des règles assez abondantes. Et c'est vrai qu'il s'est passé un événement. Bon, on prenait aucun contraceptif. Elle avait des règles régulières, mais assez abondantes. Et elle a fait un accouchement spontané avec molydatiforme à 2 mois, plusieurs mois avant. Bon, puis après, elle était enceinte. Voilà. Donc, est-ce que c'est un rapport et voilà. Écoutez, là on est entre nous, si je puis dire. D'abord, cette observation est très intéressante. Et la question qui se pose, c'est est-ce qu'elle n'avait pas un adénome hypophysaire qui n'était pas forcément un adénome à prolactine et qui a grossi pendant la grossesse et qui a comprimé le nerf optique. C'est-à-dire que là, je manque un peu d'éléments pour savoir si c'est une adénome à prolactine, ce qui m'étonnerait, qui est apparu pendant la grossesse, parce qu'en général, les grossesses ont plutôt tendance à faire diminuer les adénomes à prolactine. Donc, est-ce qu'elle n'a pas fait un œdème autour d'un adénome préexistant lié à la grossesse ? D'accord. Alors, elle a été traitée par l'ODEL. Oui. Enfin, je pense que, voilà, pendant plusieurs mois, d'ailleurs, si je me souviens. Donc, c'était dans, disons... c'était déjà existant à l'époque de sa grossesse, quoi, avant. Oui, probablement. C'est une hypothèse, en tout cas, que vous propose Christian Jamin. Mais là... Est-ce que ça aurait pu se reproduire avec une autre grossesse, du coup ? Certainement, oui, si elle a il y a un œdème de l'hypophyse pendant la grossesse qui est parfois une très bonne chose parce que l'œdème rend la vascularisation difficile des adénomes, mais il y en a un certain nombre qui guérissent pendant la grossesse. Superbe. Bon, mais écoutez, j'ai la réponse. Voilà. Et c'est quand même fréquent. Non, c'est très rare. Non. D'accord. Donc c'était pas la grossesse qui a déclenché ça, en gros. C'est la grossesse qui l'a probablement révélé. Qui l'a révélé. Écoutez, merci Monsieur Jamin, Christian, le docteur. Voilà. Eh bien, cher confrère, à bientôt. Merci. À bientôt, merci. Merci à Sud Radio. Merci. Mais je vous en prie, Marc, merci à vous. Allez, on fait une petite pause et puis on va conclure dans un instant. Vous voulez parler à Brigitte Lahaye ? 0826 300 300. Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Christian Jamin, toujours avec nous, gynécologue, endocrinologue, et merci de votre présence. On voit bien sûr qu'on a besoin, non pas de n'importe quoi qu'on peut lire sur les réseaux sociaux, mais de vraies réponses réfléchies et pas simplement dues à des croyances. On va conclure avec Monique qui nous rejoint. Bonjour Monique. Bonjour Brigitte. Bonjour Brigitte. Bonjour. On vous écoute Monique, allez-y. Eh bien voilà, moi j'ai été pionnière pour la pilule. Début 1963, j'ai été voir le docteur Lagroix-Veillalé qui venait de fonder le planning familial. Et j'étais jeune, j'avais 22-23 ans, et je ne voulais pas d'enfant. Et j'étais mariée. Et elle a compris mon désir, et après avoir parlé, elle m'a conseillé cette pilule. Et cette pilule, eh bien, elle était encore à l'état d'essai, en début 63. Bien sûr, oui. Alors, il y avait les Américaines qui la prenaient, que ça faisait énormément grossir, et en particulier de la poitrine, et les portoricaines qui, elles, la supportaient très très bien. Elle m'a dit, est-ce que vous voulez essayer? J'ai dit oui, tout de suite. Et je me suis comportée comme une vraie portoricaine. Non seulement je n'avais aucun inconvénient, mais je me portais comme un charme, comme je ne m'étais jamais portée. Et donc j'ai pris cette pilule, et ben depuis 63, jusqu'à, mon Dieu, jusqu'à ce qu'on fasse des patchs à la place. C'est-à-dire pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, je ne sais plus. Puis je suis passée à Esclim, c'était sous forme de patch, donc c'était mieux, ça ne s'avalait pas. Et j'y suis encore. Non plus Esclim parce qu'il a arrêté, mais à d'autres. Et je vais avoir 86 ans dans quelques mois. Je vais aller donc, j'étais au courant de ça parce que je préparais un professorat d'éducation physique. Et entre copines, comme on disait, on se refilait des adresses. Et ça, j'étais pas la seule à pas vouloir d'enfants, alors que nous faisions des études sportives. Et moi, par la suite, mais très vite, j'ai dérivé vers la danse. J'ai été professeur de danse et de yoga. La danse pendant près de 60 ans, le yoga seulement 35-40 ans. Voilà mon parcours. Donc je continue car j'ai dû arrêter la danse à 80 ans, toujours sous pilule, enfin pas pilule, sous patch, parce que simplement j'avais plus de cartilage. Je me suis fait opérer de la hanche. 48 heures après, je remarchais comme avant, et tout le monde disait cet hôpital est formidable. Pas du tout. J'avais toute l'expérience du travail du corps par la danse, par ceci, par cela. Voilà mon parcours. Merci de ce témoignage, parce qu'encore une fois, en effet, en 63, la pilule n'était pas en vente en France. Et l'IVG était punie par la loi. Tout à fait. Et puis les gens qui vont dire, attends, mais tu vas avoir un cancer, mais c'est très mauvais, mais tout était fait pour être découragé. Et moi j'ai tenu, donc, et je vous dis, j'ai toujours des hormones, là maintenant Christian Jamin, oui, allez-y. Oui, juste un petit mot, d'abord, merveilleux témoignage, mais les hormones de la pilule ne sont pas les mêmes que celles que vous prenez aujourd'hui. C'est-à-dire que je dis ça non pas pour vous, mais je dis ça que pour le fait qu'on ne doit pas poursuivre la pilule à un âge trop âgé parce que les hormones sont artificielles, alors que vous avez des hormones naturelles. Oui, c'est vrai. Et puis, simplement, j'en avais besoin. On s'est aperçu par la suite que j'avais pratiquement pas d'œstrogène naturel. Je n'ai pas de récepteur pratiquement. Par exemple, je fais 43 kilos. Et j'en faisais 48 avant la ménopause. C'est-à-dire que moi, la ménopause, j'ai perdu du poids. Et je me porte comme un charme. Je me porte très bien. Je vous dis, je donne encore un cours de yoga à mes élèves. J'ai arrêté la danse par force, mais pas le yoga. Et je continue. Donc ça donne une énergie extraordinaire. Et ça m'a permis de... Alors, après, ça donne une énergie extraordinaire. Je ne sais pas. Je pense que vous avez une énergie extraordinaire et que vous avez pris la vie à plein corps, je crois que l'expression conviendra bien, et vous vous êtes responsabilisé avec les risques que vous avez accepté de prendre à une époque où en effet on ne savait pas trop en 1963 ce qu'il en était, et tant mieux mais votre témoignage, merci, parce qu'encore une fois c'est bien la preuve que il faut vivre sa vie, quoi. Exactement. J'ai souvent pris des décisions
qui était a priori dangereuse par rapport à la Vox Populi, et j'ai tenu bon. Mais je dois ajouter que je suis suivie très sérieusement tous les ans, parfois dans des temps passés tous les 6 mois, par un gynécologue ou par une gynécologue. Depuis cette époque-là, je n'ai jamais arrêté. Eh bien, vous avez raison. J'ai rien à ajouter. Vous avez raison. Aujourd'hui, la prise d'hormones naturelles, et en particulier par voie cutanée, n'a pas montré d'effets secondaires notables. Non, j'en ai pas. Moi, maintenant, c'est cutané, tout à fait. Et vraiment, c'est formidable. Simplement, il me faut des doses très fortes. Il m'a toujours fallu des doses très fortes, simplement parce que moi, je manquais d'œstrogène naturel. Je n'avais pas de poitrine ni rien, enfin, etc., quoi. J'en avais vraiment besoin, quoi. Bah écoutez, merci de ce témoignage qui montre bien que, encore une fois, chacun est différent. Oui, et puis laissons à chacune la liberté de choix. Et moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'on a le droit d'être contre la pilule, on a le droit d'être pour. Mais pourquoi faire du fanatisme et du proxénétisme sans arrêt, quoi? Tout à fait. Tout à fait. Oui. Et puis, eh bien, suivre ça, c'est un métier. C'est un métier que je fais depuis très longtemps. Je lis à peu près toutes les revues mondiales, à peu près tous les jours, dans mon domaine, bien sûr. Et donc, il faut toujours se tenir au courant et bien se garder d'avoir des avis définitifs. Et puis on va peut-être aussi revenir sur la question de la ménopause, qui est une question où je sais que vous êtes aussi parfois agacé par toutes les idées reçues qu'on entend sur la ménopause, qui serait l'enfer pour les femmes, alors qu'en Chine ça s'appelle le second printemps, donc c'est peut-être pas si mal. Oui, la ménopause, c'est un de mes autres sujets de prédilection. Oui, parce que c'est pareil, le traitement hormonal substitutif, on entend aussi des horreurs sur ce traitement. Oui, mais c'est par incompétence. Oui, bien sûr, mais enfin c'est important de dire aussi que ça a des avantages notamment pour la sécheresse vaginale, l'ostéoporose, la qualité de la peau. Enfin c'est un traitement qui aujourd'hui a quand même des bénéfices. Après il y a comme toujours il y a des risques, mais il n'y a pas beaucoup de risques connus. Et puis je cite toujours cette phrase de Marie Curie: rien n'est à craindre, tout est à comprendre. C'est une phrase magnifique, et effectivement, il faut comprendre. Il faut comprendre et pas avoir des idées arrêtées, préconçues, qu'on a lues dans les aventures de Pif le chien. Pif le chien, c'est peut-être pas le magazine le plus... Ou les aventures de Babar, allez. Si vous voulez. Voilà, donc c'est là, encore une fois, oui, les femmes vivant maintenant beaucoup plus longtemps, parce qu'en fait la ménopause c'est généraliser, on va dire que c'est 50 ans, les femmes vivent parfois jusqu'à 90 ans, c'est un peu dommage pendant 40 ans de se priver d'une qualité de vie. Oui, et puis la nature a fait que la ménopause existe si on est finaliste et qu'on croit que la nature a été créée avec des objectifs, c'est que à partir d'un certain âge, on n'a plus le temps d'élever ses enfants, donc la reproduction s'arrête. Et là, il y a eu une petite malfaçon, c'est qu'il n'y avait aucune raison d'arrêter les hormones en même temps, mais comme c'est les mêmes cellules qui fabriquent les œufs et les hormones, eh bien, on a perdu les hormones. Eh bien, il faut remplacer la nature. Dieu ne serait pas parfait. Je ne veux pas remplacer Dieu, ne me le faites pas dire. On retrouve Camille, justement, qui veut parler de la ménopause. Bonjour Camille. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Christian. Bonjour. Bonjour, alors voilà, moi je suis ménopausée depuis plusieurs années maintenant. J'ai perdu, ça fait pas si longtemps, mais enfin ça fait bien 5-6 ans. Ça s'est bien passé. Alors j'ai eu 0 inconvénient, c'est-à-dire pas de bouffée de chaleur, pas de prise de poids, rien du tout, sauf que j'ai plus mes règles. Alors j'ai eu par la suite quelques petits problèmes de sécheresse vaginale, et ce que j'ai trouvé extrêmement handicapant, parce que ma libido elle est toujours là, elle a toujours été là. Mais donc d'un point de vue technique, c'était très frustrant.
J'ai fini par trouver un traitement entre guillemets. Alors je ne sais pas si c'est psychosomatique ou si ça a réellement un effet, mais c'est très très efficace. Ce sont des gélules à prendre oralement. C'est de l'acide hyaluronique et ça fonctionne très très bien, enfin, du moins pour moi. Là, j'ai retrouvé une vie complètement normale. De qualité. Et, voilà. Et ce que je voulais dire en revanche, c'est que je trouve qu'on est extrêmement mal accompagné. Parce que quand la ménopause est survenue, j'en ai parlé à mon gynécologue, qui était très bien, hein, d'ailleurs, que j'aime beaucoup, qui a pris sa retraite depuis, et qui m'a dit que bon, les traitements hormonaux, c'est hors de question parce que c'était très dangereux et qu'on pouvait penser à une thérapie locale, topique, bon, qui m'a pas fait beaucoup d'effet. Les ovules, je trouvais ça pas très sexy à employer et puis pas très efficace. Et chaque fois que j'en ai parlé, parce que j'en ai parlé à plusieurs médecins quand même, c'était on n'a rien à vous dire, c'est comme ça. Non, mais il y a eu une décision qui venait donc du ministère de la Santé à l'époque, qui était assez anti-traitement hormonal substitutif. On disait aux médecins de ne pas prescrire de traitements hormonaux substitutifs. Je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais c'était le cas il y a une dizaine d'années, oui. Alors les choses viennent d'évoluer. Là, il y a un rapport récent important qui vient de sortir, qui réhabilite un petit peu tout ça. Et en réalité, ça, c'est un des grands défauts des gouvernants. Ça s'appelle le principe de précaution, c'est-à-dire que c'est à la suite d'une grande étude américaine faite avec des hormones qui n'ont absolument rien de naturel et des voies d'administration qui ne sont pas naturelles, qu'on a extrapolé en disant que tout le monde avait les mêmes risques, ce qui s'est avéré être faux. Donc, et par crainte de nombreux cancers, on a dit aux médecins de ne pas prescrire de traitements hormonosubstitutifs, alors qu'aujourd'hui on sait qu'il n'y a pas de... Aujourd'hui, il n'y a aucune... Avec les bonnes hormones et les bonnes administrations, il y a dans l'état actuel de nos connaissances, avec de nombreuses études observationnelles, il n'y a pas d'augmentation des cancers du sein. Voilà. Mais vous, si vous avez un traitement qui vous convient bien, tant mieux, hein, Camille. D'ailleurs, d'après ce que j'ai entendu, c'est le bon. D'accord. Ça ne m'a pas échappé. Alors, je ne sais pas si je vous dis si c'est psychosomatique ou quoi, mais enfin, franchement, j'ai trouvé ça très efficace. Ceci dit, je note ce que vous avez dit parce que à l'avenir, ça peut être intéressant. J'en ferai état auprès de mon médecin. Oui. Mais voilà, moi, ce que j'ai trouvé extrêmement frustrant, c'est qu'il y a bien des petits trucs qui existent de substitution pour aider, etc. Mais j'ai l'impression que les médecins, en général, s'en désintéressent complètement. Et je trouve ça très dommage et dommageable. Bah, la sexualité, ça n'a aucun intérêt, Camille, c'est bien connu. C'est bien connu, ça doit être pour ça. Non, mais et d'ailleurs c'est fou parce que je crois que c'est en 1998, je crois, si je ne me trompe pas, que l'OMS a inscrit le concept de santé sexuelle. Hein. Ça veut bien dire qu'en 98, on considérait qu'avoir une bonne sexualité, ça faisait partie de la santé. Et on est quand même 27 ans plus tard et c'est toujours pas rentré dans la tête des médecins. Hein. Aucun médecin va vous poser la question si sur le plan de la sexualité tout va bien. Oui, je confirme. Quand je dis aucun, j'exagère un peu, Christian, mais enfin, sincèrement... Il y en a, il faut avoir de bonnes fréquentations, c'est tout. Je suis d'accord. Non, mais sincèrement, c'est fou quand même de voir comment la sexualité reste encore quelque chose de tabou, quoi, pour beaucoup de médecins. Dites surtout passer un certain âge. Que si vous avez 25 ans et que vous venez expliquer que ça ne fonctionne pas très bien, on vous écoutera peut-être. Si vous avez plus de 50-60 ans, c'est oh là là, qu'est-ce que vous venez me raconter? Oui, mais ce sera souvent, en tout cas en ce qui concerne les femmes chez les gynécologues, ce sera souvent dans l'idée que elle va avoir des enfants et qu'il faut qu'elle puisse avoir des enfants. Peut-être. Enfin, c'est ce que j'entends. Hein. Moi, encore une fois, je ne suis pas
tout le temps sur le terrain et partout. Hein. Je ne suis pas partout. Oui. On va pas. Voilà une phrase auquel il faut faire attention. Je suis partout. J'ai dit je ne suis pas partout. Ne me prêtez pas de procès d'intention. Oui, non. Et puis, vous avez dit des choses avec lesquelles pas forcément je suis d'accord. Mais l'essentiel, c'est que vous soyez bien. C'est ça que il y a des femmes qui sont très bien avec des traitements hormonaux locaux. D'autres qui n'aiment pas les mettre. Eh bien, vous avez trouvé une autre solution et c'est tant mieux pour vous. Mais on ne peut pas l'extrapoler à tout le monde. Non, certainement pas. Ce sera vraiment la philosophie de l'émission du jour. Hein. On ne peut pas extrapoler à tout le monde, hein, voilà. Et notamment à toutes les femmes et à tous les hommes aussi, puisque nous avons quand même eu 2 hommes qui ont appelé sur ce sujet, enfin sur le sujet. Et voilà, merci beaucoup à tous et à toutes, en tout cas, et merci beaucoup à vous, Christian Jamin. Comme toujours, c'est un plaisir de vous entendre, et on se sent toujours un peu plus intelligent à 16h. Eh ben, tant pis pour vous, je reviendrai dans un mois. Demain, on sera avec Philippe Renaud. On va aborder un sujet un peu délicat. Tu veux ou tu veux pas? On va parler de la question du consentement avec Philippe Renaud. Aïe, aïe, aïe. Oui, c'est un sujet délicat, mais je crois que c'est important aussi qu'on en parle et qu'on parle vrai sur cette émission. Et on pourra éventuellement, si certains d'entre vous en ont envie, revenir sur le procès de Gérard Depardieu, puisque le résultat est tombé aujourd'hui. Tout de suite, vous retrouvez Alexandre Delavanne pour C'est votre avenir. Sud Radio, c'est votre opinion qui compte.